Il y a un moment particulier qui arrive à presque tout le monde, généralement dans le silence de l'aube ou dans le reflet inattendu d'une vitrine. Soudain, il y a une étrangeté inexplicable, comme si la personne qui regarde en retour n'était pas exactement celle qui devrait être là. Ce n'est pas une question d'apparence physique, c'est quelque chose de plus profond, de plus troublant. C'est le sentiment dérangeant d'être en train de se jouer la comédie, même à soi-même. Cette étrangeté n'est ni de la paranoïa, ni de la dramatisation. C'est le signe le plus évident d'une réalité rarement abordée. La plupart des gens mènent une vie qu'ils ne reconnaissent pas comme étant véritablement la leur. Non pas parce qu'ils mentent aux autres, mais parce qu'ils ont perdu l'accès à ce qu'ils sont vraiment. C'est comme s'il y avait une version authentique de soi-même, enfermée dans un endroit inaccessible de son propre esprit, tandis qu'une version éditée, filtrée et socialement approuvée a pris le contrôle du récit. Le plus troublant, c'est que cela se produit progressivement, de manière presque imperceptible. Nous commençons à modeler notre façon de parler pour ne pas déranger. Nous ajustons nos goûts pour ne pas paraître étranges. Nous modifions nos rêves pour qu'ils soient plus réalistes. Et à chaque petit ajustement, à chaque micro-trahison, la distance entre qui nous sommes et qui nous sommes en train de devenir s'accroît, jusqu'au jour où nous nous réveillons et ne savons plus où s'arrêtent les attentes des autres et où nous commençons. Ce n'est pas la douleur évidente du rejet social ou de l'échec professionnel. C'est quelque chose de plus subtil et pour cette raison même, de plus dévastateur. C'est la douleur de devenir un étranger pour soi-même. C'est se réveiller chaque jour et avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Une version bien élevée, mais étrangement vide de ce que nous aurions pu être. La philosophie appelle cela de différentes manières. Certains parlent d'authenticité perdue, d'autres d'aliénation existentielle. Mais la façon la plus honnête de décrire cela est peut-être simplement celle-ci. C'est la tristesse silencieuse de ne pas pouvoir être soi-même, même lorsqu'on est complètement seul. Il y a 2500 ans, un philosophe grec a compris quelque chose de fondamental sur cette condition humaine. Héraclite n'était pas intéressé par les recettes de développement personnel ou les formules faciles pour se connaître soi-même. Il a vu quelque chose de plus profond, de plus troublant, que la nature même de l'identité humaine est beaucoup plus fluide et complexe que nous ne l'imaginons, et que peut-être, notre angoisse de ne pas pouvoir être nous-mêmes vient du fait que nous nous posons la mauvaise question depuis le début. Imaginez un instant la situation la plus absurde qui soit. Essayez d'apprendre à piloter un avion tout en étant à la fois le pilote, l'avion et le passager qui essaie de comprendre ce qui se passe. Cela semble fou, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe chaque fois que nous essayons de nous connaître. Lorsque nous voulons comprendre les mathématiques, la physique ou toute autre discipline externe, il existe une séparation claire entre l'observateur et l'objet observé. L'étudiant est ici, la connaissance est là et le processus d'apprentissage est un pont entre les deux. C'est clair, organisable, prévisible. Mais lorsque l'objet d'étude est nous-mêmes, cette séparation disparaît complètement. Le moi qui tente de se connaître est le même moi qui est analysé. Et pendant que cette analyse se déroule, ce moi change, réagissant au processus même d'être observé. C'est comme essayer de photographier sa propre ombre. Chaque fois que nous bougeons pour capturer l'image, l'ombre bouge aussi, créant une danse infinie où nous ne parvenons jamais à atteindre ce que nous poursuivons. Héraclite a compris cette impossibilité fondamentale il y a longtemps. Pour lui, la tentative de trouver une version fixe, définitive et photographiable de nous-mêmes est une violence contre la nature même de l'existence humaine. Non pas parce que nous sommes trop complexes pour être compris, mais parce que nous sommes, par essence, un processus, et non un produit. Sa phrase la plus célèbre, « Personne ne se baigne deux fois dans le même fleuve », n'est pas seulement une observation poétique sur la nature de l'eau. C'est une révélation bouleversante sur la nature de l'identité. La rivière de la deuxième fois n'est pas la même parce que l'eau a coulé, mais l'homme de la deuxième fois n'est pas non plus le même, car chaque expérience, chaque instant, chaque respiration le transforme subtilement. Cela signifie que toute tentative de se définir de manière définitive est en fait une tentative de se tuer soi-même. C'est comme essayer de retenir l'eau dans ses mains, plus on serre, plus elle s'échappe. L'identité fixe que nous recherchons tant n'existe pas, non pas parce que nous sommes incapables de la trouver, mais parce qu'elle est, par nature, une contradiction. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Toute notre culture est construite sur le mensonge selon lequel cette identité fixe non seulement existe, mais doit être trouvée et défendue. Depuis notre enfance, nous sommes bombardés de questions qui supposent une réponse stable. Que veux-tu faire quand tu seras grand? Quel est ton type? Quelles sont tes valeurs? Comme si nous étions une marque qui doit être définie, emballée et vendue au monde entier. Et lorsque nous ne parvenons pas à répondre à ces questions avec la clarté qui nous est demandée, nous commençons à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, que nous sommes indécis, perdus, immatures. Il ne nous vient jamais à l'esprit que ce sont peut-être les questions qui sont erronées depuis le départ.
La souffrance de ne pas pouvoir être soi-même n'est peut-être pas un problème à résoudre, mais le symptôme d'une tentative d'être quelque chose qui n'a jamais existé. Vous recherchez un vrai moi aussi solide et fiable qu'un rocher, alors que la vérité est peut-être que vous ressemblez davantage à une flamme, toujours en mouvement, toujours en transformation, toujours dépendante de ce qui l'entoure pour continuer d'exister. Et si la question n'était pas « qui suis-je ?», mais « comment puis-je évoluer avec plus de grâce vers ce que je suis en train de devenir ?» Il y a une différence énorme entre apprendre les mathématiques et apprendre à se connaître soi-même. Et ce n'est pas seulement une différence de difficulté, c'est une différence de nature, de structure, de réalité. Lorsque nous étudions les mathématiques, chaque concept est une brique solide qui s'emboîte parfaitement sur la précédente. La base de la multiplication soutient la division, qui soutient les fractions, qui soutiennent les équations. C'est une construction logique, linéaire, fiable. Si vous maîtrisez vos tables de multiplication, vous pouvez être sûr qu'elles seront toujours là demain, inchangées, prêtes à soutenir le niveau de connaissance suivant. L'édifice de la connaissance formelle a des fondations qui ne tremblent pas, des murs qui ne bougent pas, une architecture qui défie le temps. Mais essayer de se connaître soi-même, c'est comme essayer de construire une maison avec des blocs de gelée pendant un tremblement de terre. Chaque découverte sur qui vous êtes peut fondre, se transformer ou simplement cesser d'être vraie au moment où vous la touchez. La révélation profonde d'aujourd'hui peut devenir sans importance demain. Ce qui semblait être une vérité fondamentale sur votre propre nature peut simplement s'évaporer face à une nouvelle expérience, un nouveau contexte, une nouvelle phase de la vie. Vous vous souvenez de cette période où vous étiez absolument certain de détester le café. C'était une aversion sincère, viscérale, incontestable. L'odeur vous dérangeait, le goût était trop amer. Toute la culture du café vous semblait artificielle. C'était une vérité sur vous-même aussi solide que n'importe quelle connaissance mathématique. Jusqu'au jour où, peut-être pendant une nuit d'études, peut-être lors d'une conversation intime avec quelqu'un de spécial, le même goût qui vous répugnait a commencé à vous apporter du réconfort, de la familiarité, voire du plaisir. Que s'est-il passé? Vous vous mentiez à vous-mêmes auparavant? Vous vous mentez maintenant? Vous simuliez votre aversion pour paraître différent? Ou vous simulez le plaisir pour vous intégrer? Ou peut-être, et c'est la possibilité la plus troublante, peut-être que la question est erronée depuis le début. Peut-être n'y a-t-il pas de vérité sur vous et le café qui attend d'être découverte. Peut-être êtes-vous simplement devenu une personne différente. Héraclite a regardé cette instabilité fondamentale et, au lieu de désespérer, y a trouvé quelque chose de sublime. Pour lui, cette fluidité n'est pas un bug dans le système de l'existence humaine, c'est le système lui-même. Le changement n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est ce dont nous sommes faits. Nous sommes faits de transformation tout comme nous sommes faits de carbone et d'eau. Rien n'est permanent, sauf le changement, disait-il. Et lorsque nous appliquons cela à l'identité, la révélation est aussi libératrice qu'effrayante. Cela signifie que cette version de vous-même à laquelle vous n'avez plus accès, l'adolescent courageux qui disait ce qu'il pensait, l'enfant spontané qui dansait sans se soucier du regard des autres, la personne qui rêvait sans craindre de paraître naïve, n'a pas disparu parce que vous avez grandi ou changé pour le pire. Elle s'est transformée en quelque chose de différent, tout comme un papillon se transforme en chenille. La chenille n'a pas été tuée par le papillon, elle est devenue le papillon. Mais notre esprit, désespéré de stabilité et de contrôle, insiste pour traiter l'identité comme s'il s'agissait d'un ensemble d'attributs fixes. Je suis introverti, je suis anxieux, je suis créatif, je suis une personne matinale. Comme si ces mots pouvaient capturer et figer la complexité changeante, fluide et contradictoire de ce que nous sommes. Le problème, c'est que plus nous essayons de nous définir avec ces étiquettes rigides, plus nous nous emprisonnons dans ces définitions que nous nous imposons. Si je crois que je suis introverti, chaque envie de socialiser devient une contradiction interne qui doit être expliquée ou réprimée. Si je crois que je suis anxieux, chaque moment de calme devient une anomalie suspecte, comme si la paix n'était qu'une imposture temporaire. Nous surveillons constamment notre propre authenticité en nous basant sur une image mentale obsolète qui ne correspond plus à la réalité dynamique de ce que nous sommes en train de devenir. Et voici le paradoxe le plus cruel de tous. Notre société nous enseigne que se connaître soi-même est essentiel pour mener une vie épanouie et significative, mais elle nous offre ensuite des outils totalement inadaptés à cette tâche essentielle. Des tests de personnalité qui nous réduisent à 4 lettres comme si nous étions un code-barre. Des thérapies qui cherchent la racine du problème, comme si nous étions une équation mathématique à résoudre avec la bonne formule. Des livres de développement personnel qui promettent de découvrir qui vous êtes vraiment, en 5 étapes simples, comme si l'identité était une recette de gâteau. C'est comme essayer de mesurer une rivière avec une règle. L'outil est fondamentalement inadapté à l'objet qu'il tente de mesurer. La rivière ne peut pas être capturée par la règle.
non pas parce que la règle est défectueuse, mais parce qu'elles existent dans des dimensions complètement différentes de la réalité. Si vous vous êtes déjà senti perdu, confus ou frustré en essayant de répondre à la question « Qui suis-je ?», ce n'est peut-être pas parce que vous êtes indiscipliné, immature ou philosophiquement limité. C'est peut-être parce que vous essayez de trouver quelque chose qui n'existe pas sous la forme que vous imaginez. Vous cherchez un bâtiment solide alors que vous devriez apprendre à nager dans l'océan infini de ce que vous êtes en train de devenir. Mais alors surgit la question qui hante vraiment. Si nous ne sommes pas une chose fixe, si nous sommes en constante transformation, si notre identité est plus un processus qu'un produit, plus un verbe qu'un nom, comment pouvons-nous vivre avec un quelconque sentiment de continuité? Comment pouvons-nous faire des projets pour l'avenir, prendre des décisions importantes, construire des relations durables? La réponse d'Héraclite est à la fois simple et dévastatrice. Vous apprenez à danser avec l'incertitude au lieu de la combattre. Vous apprenez à évoluer avec grâce à travers vos propres transformations au lieu de leur résister comme si elles étaient une trahison de votre identité. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. Quelque chose de plus sombre qui explique pourquoi tant de gens se sentent prisonniers, paralysés, complètement incapables d'être qui ils sont vraiment. Et cela a à voir avec la différence entre le changement naturel et le changement bloqué. Il y a une différence brutale entre apprendre le calcul et apprendre à se connaître soi-même. Et ce n'est pas seulement une différence de difficulté, c'est une différence de nature, de structure, de réalité. Lorsque nous étudions les mathématiques, chaque concept est une brique solide qui s'emboîte parfaitement sur la précédente. La base de la multiplication soutient la division, qui soutient les fractions, qui soutiennent les équations. C'est une construction logique, linéaire, fiable. Si vous maîtrisez vos tables de multiplication, vous pouvez être sûr qu'elles seront toujours là demain, inchangées, prêtes à soutenir le niveau de connaissance suivant. Le bâtiment de la connaissance formelle a des fondations qui ne tremblent pas, des murs qui ne bougent pas, une architecture qui défie le temps. Mais essayer de se connaître soi-même, c'est comme essayer de construire une maison avec des blocs de gelée pendant un tremblement de terre. Chaque découverte sur qui vous êtes peut fondre, se transformer ou simplement cesser d'être vraie au moment où vous la touchez. La révélation profonde d'aujourd'hui peut devenir sans importance demain. Ce qui semblait être une vérité fondamentale sur la nature même peut simplement s'évaporer face à une nouvelle expérience, un nouveau contexte, une nouvelle phase de la vie. Vous vous souvenez de cette période où vous étiez absolument certain de détester le café? C'était une aversion sincère, viscérale, incontestable. L'odeur vous dérangeait, le goût était trop amer, toute la culture du café vous semblait artificielle. C'était une vérité sur vous-même aussi solide que n'importe quelle connaissance mathématique. Jusqu'au jour où, peut-être pendant une nuit d'études, peut-être lors d'une conversation intime avec quelqu'un de spécial, le même goût qui vous répugnait a commencé à vous apporter du réconfort, de la familiarité, voire du plaisir. Que s'est-il passé? Vous vous mentiez à vous-mêmes auparavant, vous vous mentez maintenant, vous faisiez semblant de détester pour vous démarquer, ou vous faites semblant d'aimer pour vous intégrer. Ou peut-être, et c'est la possibilité la plus dérangeante, que la question soit erronée depuis le début. Peut-être n'y a-t-il pas de vérité sur vous et le café pas découvrir. Peut-être êtes-vous simplement devenu une personne différente. Héraclite a examiné cette instabilité fondamentale et, loin de désespérer, y a trouvé quelque chose de sublime. Pour lui, cette fluidité n'est pas un bug dans le système de l'existence humaine, c'est le système lui-même. Le changement n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est ce dont nous sommes faits. Nous sommes faits de transformation tout comme nous sommes faits de carbone et d'eau. Rien n'est permanent, sauf le changement, disait-il. Et lorsque nous appliquons cela à l'identité, la révélation est aussi libératrice qu'effrayante. Cela signifie que cette version de vous-même à laquelle vous n'avez plus accès, l'adolescent courageux qui disait ce qu'il pensait, l'enfant spontané qui dansait sans se soucier du regard des autres, la personne qui rêvait sans craindre de paraître naïve, n'a pas disparu parce que vous avez grandi ou changé pour le pire. Elle s'est transformée en quelque chose de différent, tout comme un papillon se transforme en chenille. La chenille n'a pas été assassinée par le papillon. Elle est devenue le papillon. Mais notre esprit, désespéré de stabilité et de contrôle, insiste pour traiter l'identité comme s'il s'agissait d'un ensemble d'attributs suffixes. Je suis introverti, je suis anxieux, je suis créatif, je suis une personne matinale. Comme si ces mots pouvaient capturer et figer la complexité changeante, fluide et contradictoire de ce que nous sommes. Le problème, c'est que plus nous essayons de nous définir avec ces étiquettes rigides, plus nous nous emprisonnons dans ces définitions que nous nous imposons. Si je crois que je suis introverti, chaque envie de socialiser devient une contradiction interne qui doit être expliquée ou réprimée. Si je crois que je suis anxieux, chaque moment de calme devient une anomalie suspecte, comme si la paix n'était qu'une imposture temporaire.
Nous surveillons constamment notre propre authenticité en nous basant sur une image mentale obsolète qui ne correspond plus à la réalité dynamique de ce que nous sommes en train de devenir. Et voici le paradoxe le plus cruel de tous. Notre société nous enseigne que se connaître soi-même est essentiel pour mener une vie épanouie et significative, mais elle nous offre ensuite des outils totalement inadaptés à cette tâche essentielle. Des tests de personnalité qui nous réduisent à 4 lettres comme si nous étions un code-barre. Des thérapies qui cherchent la racine du problème, comme si nous étions une équation mathématique à résoudre avec la bonne formule. Des livres de développement personnel qui promettent de découvrir qui vous êtes vraiment, en 5 étapes simples, comme si l'identité était une recette de gâteau. C'est comme essayer de mesurer une rivière avec une règle. L'outil est fondamentalement inadapté à l'objet qu'il tente de mesurer. La rivière ne peut pas être capturée par la règle, non pas parce que la règle est défectueuse, mais parce qu'elles existent dans des dimensions complètement différentes de la réalité. Si vous vous êtes déjà senti perdu, confus ou frustré en essayant de répondre à la question « Qui suis-je ?», ce n'est peut-être pas parce que vous êtes indiscipliné, immature ou philosophiquement limité. C'est peut-être parce que vous essayez de trouver quelque chose qui n'existe pas sous la forme que vous imaginez. Vous cherchez un bâtiment solide alors que vous devriez apprendre à nager dans l'océan infini de ce que vous êtes en train de devenir. Mais alors surgit la question qui hante vraiment. Si nous ne sommes pas une chose fixe, si nous sommes en constante transformation, si notre identité est plus un processus qu'un produit, plus un verbe qu'un nom, comment pouvons-nous vivre avec un quelconque sentiment de continuité? Comment pouvons-nous faire des projets pour l'avenir, prendre des décisions importantes, construire des relations durables? La réponse d'Héraclite est à la fois simple et dévastatrice. Vous apprenez à danser avec l'incertitude au lieu de la combattre. Vous apprenez à évoluer avec grâce à travers vos propres transformations au lieu de leur résister comme si elles étaient une trahison de votre identité. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. Quelque chose de plus sombre qui explique pourquoi tant de gens se sentent prisonniers, paralysés, complètement incapables d'être qui ils sont vraiment. Et cela a à voir avec la différence entre le changement naturel et le changement bloqué. Il y a une différence énorme entre ne pas savoir qui on est et ne pas pouvoir être qui on est. La première est une question philosophique intéressante. La seconde est une urgence existentielle qui coupe comme un couteau. Imaginez une situation que vous avez probablement déjà vécue. Vous êtes entre amis proches, des gens que vous connaissez depuis des années, dans un environnement familier où vous pouvez baisser votre garde. La conversation coule naturellement, les blagues fusent spontanément. Vous exprimez vos opinions sans filtrer chaque mot 3 fois avant de parler. Il y a une légèreté dans l'air, comme si un poids invisible avait été retiré de vos épaules. Vous riez sincèrement, vous gesticulez sans gêne, vous existez sans jouer un rôle. Il n'y a pas de calcul, pas de stratégie, pas de peur du jugement. Vous êtes simplement vous-même. Maintenant, comparez cela à ce dîner de travail où chaque phrase est calculée comme un coup d'échec. Chaque expression faciale est surveillée comme s'il y avait des caméras cachées. Chaque rire est mesuré pour ne pas être trop fort ni trop faible. Vous avez l'impression de manipuler une marionnette extrêmement sophistiquée qui se trouve à voir votre visage. Chaque mouvement semble forcé. Chaque mot semble étrange dans votre bouche, comme si ce n'était pas vraiment vous qui parliez. La question évidente est la suivante. Dans laquelle de ces situations étiez-vous le plus authentique? La réponse évidente est la première. Mais la question la plus intéressante, la plus troublante est la suivante. Qu'est-ce qui vous empêchait d'être vous-même dans la deuxième situation? Ce n'était pas un manque de connaissance de vous-même. Vous saviez parfaitement quelle était votre opinion réelle sur le sujet de la conversation, vous saviez quelle blague vous vouliez faire. Vous saviez comment vous vous seriez comporté normalement si vous aviez été libre d'être vous-même. La connaissance était là, intacte, disponible. Le problème n'était pas l'ignorance, c'était l'empêchement. Quelque chose bloquait activement l'accès à ce que vous êtes naturellement. Héraclite avait une perception aiguë de cette dynamique subtile mais dévastatrice. Pour lui, l'âme humaine a une nature innée. Elle veut bouger, s'exprimer, couler comme le feu. Le feu ne peut être contenu sans être atténué. Lorsque nous essayons de trop contrôler notre propre nature, lorsque nous vivons chroniquement dans la peur d'être rejetés, jugés, ridiculisés ou blessés, l'âme se refroidit. Et une âme froide ne peut accéder à sa propre authenticité. C'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois humide. Mais voici la partie la plus subtile et la plus révolutionnaire. Ces barrières qui nous empêchent d'être nous-mêmes ne sont pas ce qui nous sommes. Elles ne font pas partie de notre essence, de notre identité fondamentale. Ce sont des locataires temporaires dans notre esprit, des invités qui se sont installés sans invitation et qui se comportent maintenant comme s'ils étaient les propriétaires de la maison. L'anxiété qui vous paralyse avant de parler en public n'est pas une caractéristique essentielle et immuable de votre personnalité. C'est une réponse conditionnée à la peur de l'humiliation que vous avez apprise à un moment donné de votre vie.
L'autocritique féroce qui vous sabote avant même d'essayer quelque chose de nouveau n'est pas une sagesse mûre. C'est une stratégie de protection que votre esprit a développée pour éviter la douleur de l'échec ou du jugement. Le problème est que notre culture a une tendance dangereuse, presque psychopathique, à transformer des états temporaires en identité permanente. Je suis anxieux, je manque de confiance en moi, je suis timide, je suis une personne difficile. Ces phrases semblent être des descriptions neutres et objectives, mais elles sont en réalité des prisons linguistiques. Lorsque nous disons que nous sommes quelque chose, nous affirmons implicitement que cette chose fait partie de notre essence immuable, qu'elle nous définit de manière fondamentale et permanente. Mais si ce n'était pas le cas, et si l'anxiété que vous ressentez ressemblait davantage à un rhume émotionnel, quelque chose qui vous traverse, quelque chose que vous avez attrapé quelque part, mais qui ne fait pas partie de vous, et si l'insécurité ressemblait davantage à un brouillard qui recouvre parfois le paysage, mais qui n'est pas le paysage lui-même, et si ces choses qui semblent faire tellement partie de vous ressemblaient en fait davantage à des vêtements que vous portez depuis si longtemps que vous avez oublié que vous pouvez les enlever. La différence n'est pas seulement sémantique ou philosophique, elle est révolutionnaire. C'est la différence entre être enfermé dans une cellule sans savoir que la porte n'est pas verrouillée. Parce que si ces barrières ne sont pas qui vous êtes, si elles ne font pas partie de la structure fondamentale de votre personnalité, alors elles peuvent être déplacées. Pas facilement, pas rapidement, pas sans effort, mais elles peuvent être déplacées. Clarice Lispector, une écrivaine que Héraclite aurait probablement approuvée s'il avait pu la lire, avait une intuition profonde et bouleversante à ce sujet. Elle a compris que le besoin le plus pressant d'un être humain est de devenir un être humain. Il ne s'agit pas de découvrir qui on est, comme s'il y avait une identité perdue qui attendait d'être retrouvée, mais de devenir qui on est, comme s'il y avait quelque chose en nous qui avait besoin d'être libéré, déterré, sauvé. Devenir implique un mouvement, un processus actif, une élimination consciente des obstacles. Cela implique qu'il y a quelque chose en vous qui veut émerger, qui essaie de s'exprimer, mais qui est empêché par des forces qui ne sont pas vous. Et quand Clarisse parle d'apprendre à vivre à travers le plaisir plutôt que la douleur, elle ne parle pas d'hédonisme superficiel ou d'éviter toute difficulté. Elle parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Apprendre à exister sans les filtres déformants de la peur chronique. Car voici la vérité dérangeante que personne ne veut admettre, que personne ne veut affronter. La plupart du temps, lorsque nous disons que nous ne savons pas qui nous sommes, ce que nous voulons vraiment dire, c'est « nous avons peur d'être qui nous sommes ». La connaissance de soi que nous recherchons tant existe déjà en nous, mais elle est cachée, enfouie sous des couches et des couches de protection que nous avons construites pour ne pas être blessés, rejetés, abandonnés. Et cette protection, qui était autrefois nécessaire et même salvatrice, est maintenant devenue la chose même qui nous empêche de vivre. Les armures que nous utilisons pour nous défendre du monde sont devenues des prisons qui nous défendent également de nous-mêmes. Une question hante ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Si ces barrières qui nous empêchent d'être nous-mêmes ne sont pas qui nous sommes, si elles ne sont que des locataires temporaires dans notre esprit, alors comment nous en libérer exactement? Comment retirer ces armures que nous avons portées si longtemps qu'elles se sont soudées à notre peau? La réponse ne se trouve pas dans les livres de développement personnel, ni dans les méthodes révolutionnaires qui promettent une transformation en 30 jours. Elle réside dans une observation simple, presque enfantine. Vous savez déjà comment être vous-même. Vous le faites tous les jours, dans de petits moments qui passent inaperçus. Vous vous souvenez de cet après-midi où vous conduisiez seul, en chantant à tue-tête une chanson que vous adorez, sans vous soucier d'être faux? Vous vous souvenez de cette conversation tard dans la nuit où vous avez parlé de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et où les mots sortaient sans filtre, directs, honnêtes. Vous vous souvenez de ce moment où vous avez ri jusqu'à en avoir mal au ventre, de quelque chose de vraiment drôle, sans vous demander si c'était approprié. À ces moments-là, vous n'étiez pas en train de découvrir qui vous êtes. Vous laissiez simplement cela se produire. La différence est cruciale. Il ne s'agit pas de trouver une version cachée de vous-même, mais d'arrêter d'interférer avec ce qui coule déjà naturellement. Héraclite le savait. Pour lui, la sagesse ne consistait pas à accumuler des connaissances sur soi-même, mais à apprendre à évoluer en harmonie avec sa propre nature changeante. C'est comme apprendre à nager. Il ne s'agit pas de contrôler l'eau, mais de trouver le moyen de se déplacer dans l'eau sans résistance. Clarice Lispector appelait cela l'apprentissage. Non pas l'apprentissage académique qui consiste à absorber des informations, mais l'apprentissage existentiel qui consiste à éliminer les obstacles qui vous empêchent d'exister. C'est un processus de soustraction et non d'addition. Il s'agit d'enlever les couches qui ne sont pas vous, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui a toujours été là. Mais voici la partie la plus délicate. Cet apprentissage ne se fait pas par la force ou une discipline brutale. Il se fait par une attention bienveillante. Vous commencez à remarquer les moments où vous vous sentez plus vrai, plus vivant, plus authentique.
puis vous commencez à vous demander, qu'y avait-il de différent à ce moment-là? Qu'y avait-il de présent? Qu'y avait-il d'absent? Peut-être était-ce l'absence de votre téléphone portable. Peut-être était-ce la présence d'une personne en particulier qui vous fait vous sentir en sécurité. Peut-être était-ce un type d'activité qui vous absorbe complètement. Peut-être était-ce simplement le fait d'être seul, sans la pression de la performance sociale. Il n'y a pas de formule universelle car chaque personne porte ses propres blocages, ses propres clés. Mais il existe un schéma. Dans les moments d'authenticité, il y a toujours moins de peur et plus de présence. Moins de calcul et plus de spontanéité. Moins d'efforts pour contrôler votre image et plus de permission de simplement exister. Et puis, petit à petit, vous commencez à cultiver consciemment ces moments. Non pas comme une discipline stricte, mais comme quelqu'un qui prend soin d'une plante délicate. Vous créez les conditions pour que l'authenticité s'épanouisse naturellement au lieu d'essayer de la forcer à exister. Cela ne signifie pas que les barrières disparaissent du jour au lendemain. L'anxiété peut continuer à se manifester, mais vous commencez à la reconnaître comme une visiteuse temporaire et non comme une résidente permanente. L'autocritique peut continuer à murmurer, mais vous apprenez à ne pas confondre cette voix avec la vôtre. C'est un processus qui se déroule par couches, comme lorsqu'on épluche un oignon. Chaque couche retirée révèle quelque chose de plus vrai en dessous. Et plus vous vous entraînez à être présent avec ce que vous êtes, sans essayer de vous modifier ou de vous améliorer, plus il devient facile d'accéder à cette présence lorsque vous en avez besoin. Héraclite a dit que le chemin vers le haut et vers le bas ne font qu'un. Ce qui semble contradictoire prend tout son sens lorsqu'on l'applique au parcours qui consiste à être soi-même. Le mouvement qui consiste à se trouver et celui qui consiste à se perdre font partie du même processus. Vous vous perdez dans les attentes des autres, pour ensuite vous retrouver dans votre propre authenticité. Vous vous perdez en essayant de contrôler qui vous êtes, pour ensuite vous retrouver dans la permission d'être simplement. Et c'est peut-être là la vérité la plus libératrice de toutes. Vous n'avez pas besoin de résoudre le mystère de qui vous êtes pour commencer à vivre comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer à poser les bonnes questions. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le courage arrive pour commencer à agir avec courage. Le fleuve d'Héraclite ne cesse jamais de couler. Vous ne cessez jamais de vous transformer. Et à chaque instant, vous avez une nouvelle occasion de choisir. Allez-vous résister à cette transformation en essayant de vous accrocher à une version figée de vous-même qui n'existe plus? Ou allez-vous danser avec elle en laissant chaque changement vous révéler un peu plus à vous-même? La réponse n'a pas besoin d'être grandiose ou définitive. Elle peut être simple, petite, presque imperceptible. Il peut s'agir simplement de décider, lors de votre prochaine conversation, de dire une vérité que vous auriez normalement cachée. Il peut s'agir de vous autoriser à rire sincèrement, même si cela semble différent de ce à quoi vous vous attendiez. Il peut s'agir du courage d'exprimer une opinion sans calculer toutes les réactions possibles. Car en fin de compte, être soi-même n'est pas une destination à atteindre, c'est un moyen de voyager. Et le voyage commence au moment précis où vous cessez de prétendre être le passager et où vous réalisez que vous avez toujours été le chemin. Dites-nous dans les commentaires, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti complètement vous-même, sans masque ni artifice? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller avec cela? Si vous souhaitez passer à l'étape suivante et appliquer réellement ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc sont là pour vous. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas, le succès est une décision. Le choix vous appartient. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.